Alors, on va attaquer dans cette partie une étude que vous avez déjà faite qui correspond au mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Alors, on va quand même faire deux parties pour essayer d'avancer un tout petit peu plus loin. D'abord, le mouvement sans frottement. On va retrouver la fameuse parabole que vous avez vue, revue et revue au lycée. Et vous avez aussi qu'est-ce qui se passe quand on rajoute des frottements, et notamment quand on rajoute des frottements d'un côté linéaire. Là, on va pouvoir faire la résolution, on pourrait faire la résolution de manière explicite, et de l'autre non linéaire, quadratique. Et là, la résolution explicite, alors elle est toujours faisable, mathématiquement parlant, ça fait intervenir une tangente hyperbolique, c'est un peu compliqué. Le but n'est pas d'explorer mathématiquement exactement ce qui se passe, mais plutôt d'essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue asymptotique, un petit peu comme ce qu'on a fait avec l'électricité. Alors on commence pour le mouvement sans frottement, comme tout problème de mécanique, on commence toujours par définir le système, le référentiel et l'inventaire des forces qui s'exercent. Donc on prend comme système une masse ponctuelle petit m, un caillou par exemple, qu'on balance dans le référentiel, qu'on va prendre le référentiel terrestre. Pour étudier le mouvement d'un caillou, il vaut mieux se placer par rapport au sol qui tourne avec nous et par rapport au caillou, parce que réussir à déterminer la vitesse du caillou par rapport au centre de la Terre lorsque vous le lancez, c'est assez compliqué puisque vous êtes emporté par le mouvement de la Terre. Donc le référentiel terrestre va être bien indiqué. Vous avez vu dans la partie sur les référentiels galiléens que c'était en fait le moins bon des référentiels galiléens qu'on ait à disposition. Donc même si c'est le moins bon, on va le supposer galiléen sur la durée de l'étude. Et on verra qu'effectivement, de toute façon, au bout de 30 secondes de chute, vous êtes déjà bien loin déplacé. Il y a de bonnes chances que le caillou ait de nouveau touché terre, sauf si vous étiez vraiment très haut en altitude. Et à ce moment-là, vraisemblablement, l'hypothèse qu'il n'y ait pas de frottement va être vraisemblablement remise en question. Donc, le référentiel terrestre, et au niveau de l'inventaire des forces qui s'exercent sur votre caillou, il y a juste le poids qui s'écrit mg. J'applique maintenant la relation fondamentale de la dynamique qui dit que m fois l'accélération, c'est la somme des forces, c'est-à-dire p, c'est-à-dire mg. D'où j'ai un mouvement à vecteur accélération constant. Et celui-là, on l'a déjà résolu dans le dernier chapitre. Et même le chapitre d'avant, on en avait parlé un petit peu. Si j'ai un vecteur accélération constant, ça veut dire que ma vitesse va s'écrire A, donc le vecteur accélération constant, c'est-à-dire G fois T plus une constante, ou tel que V à T égale 0, ça valait une certaine vitesse initiale V0, la direction dans laquelle on balance le caillou, et ça me donne G fois 0 plus A, c'est-à-dire que A est égal à V0, d'où une expression de la vitesse de manière explicite et vectorielle qui s'écrit GT plus V0. Donc on a l'expression de la vitesse, comme la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Quelle est la fonction mathématique de t telle que la dérivée soit linéaire en t comme ça, j'oublie l'aspect vectoriel, c'est une fonction quadratique, c'est g fois t carré sur 2 plus une partie linéaire v0t plus une constante, b. On peut choisir que OM en t égale 0, c'était une certaine position initiale OM0. Et si je regarde l'expression en t égale 0, donc c'est 0 carré sur 2, c'est-à-dire 0. V0t, donc V0 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc là, j'ai plus que B, et vous voyez que B, c'est égal à OM0. D'où le OM du temps s'écrit GT carré sur 2 plus V0T plus OM0.
Si on réécrit ça, donc ça c'est un raisonnement qu'il faut savoir faire, soit comme ça, soit en faisant les projections. Et vous voyez que si je fais les projections sur chacun des axes, la projection sur X me donne OM scalaire EX d'un côté, c'est par définition la position X au cours du temps, et de l'autre, j'ai du G scalaire EX fois T carré sur 2, plus V0 scalaire EX fois T, plus OM0 scalaire EX. Là-dedans, G scalaire EX, ça me fait 0, hein, ça c'est nul, ça c'est Vx0, donc je me retrouve avec du Vx0t plus la position initiale, OM0 scalaire EX et le X à t égale 0. Donc là j'ai mon X de t, mon Y de t, c'est la même chose, c'est OM scalaire EY. Il n'y a pas de terme en G selon EY. On va supposer que la direction sous laquelle j'ai balancé mon caillou, ce soit à Y égale constante. Et puis on peut dire que il y avait un Y0, donc là Y de t reste constante égale à Y0, mais parce que j'ai choisi un V qui est particulier, hein, vous avez que G s'écrit moins G selon EZ, et on va prendre V0 sous forme Vx0EX plus Vz0EZ, et puis un OM0 sous la forme X0EX plus Y0Y plus Z0EZ. Et avec ces expressions, ça me permet d'avoir Y égale constante égale Y0. Et finalement, donc là, je continue avec Z de t, c'est OM scalaire EZ, c'est donc du G scalaire EZ fois T carré sur 2, plus V0 scalaire EZ fois T, plus OM0 scalaire EZ, et on se retrouve avec du Z qui s'écrit moins GT carré sur 2, plus V0ZT, plus un Z0. Bon, donc on a une expression quadratique en temps, donc parabolique en temps. Or, là, on a la chance d'avoir T qui peut s'écrire sous la forme X moins X0 sur Vx0, c'est-à-dire qu'il est linéaire en X, et donc mon Z peut s'écrire aussi moins G sur 2, X moins X0 au carré sur Vx0 plus au carré Vz0 sur Vx0 x moins x0 plus z0. Donc c'est une parabole en x. On retrouve les fameuses équations horaires et l'équation de la trajectoire parabolique que vous devez savoir retrouver et justifier correctement. Hein. C'est pas juste les balancer en fonction de ce que vous vous souvenez, c'est s'adapter aux conditions initiales. Vous voyez qu'à chaque fois je refais le raisonnement et en fonction de ce que j'ai pris ici comme condition initiale, j'en déduis ce qui se passe d'un point de vue temporel et ensuite d'un point de vue trajectoire en fonction de mes conditions initiales. Bon, donc ça c'est pour le mouvement sans frottement. On a une expression de x, de y et de z qui est explicite, qu'on sait faire, et donc on peut vérifier si on a bien une trajectoire parabolique. Si on n'a pas une trajectoire parabolique, ça veut dire que une des hypothèses de base est fausse. Ça peut être le fait que G était constant, parce que pour pouvoir faire cette résolution, j'ai supposé que G était constant. On sait que G est relié à la distance au centre de la Terre. Donc, si vous vous éloignez trop par rapport au centre de la Terre, ou par rapport à la surface, plus exactement, à ce moment-là, votre G va plus pouvoir être considéré comme constant. Bon, c'est assez rare quand même de balancer une pierre à une distance telle que c'est non négligeable devant le rayon de la Terre. Donc, en règle générale, G est quand même bien constant. Donc, la deuxième hypothèse qu'on a faite, c'était que le poids était la seule vitesse disponible dans l'affaire. Donc, on va essayer de regarder l'influence de l'air.
donc l'influence de la résistance de l'air. Et regardez ce qui se passe sous différentes hypothèses quand on regarde l'expression de la force de frottement. Donc, on va commencer avec des frottements fluides linéaires. Donc, mon système, c'est toujours ma masse M. Ça change pas. Mon référentiel, c'est toujours le référentiel terrestre, supposé galiléen sur la durée de l'étude. Ça change pas non plus. Mais maintenant, dans l'inventaire, je vais avoir plusieurs choses. Le poids, lui il est toujours là, pas de raison qu'il ait disparu. Et la force de frottement. Et cette force de frottement, elle est opposée à la vitesse avec un facteur constant qui va apparaître devant. Résultat, je me retrouve avec une expression pour la relation fondamentale de la dynamique qui me dit que m fois l'accélération, ça s'écrit le poids mg plus la force de frottement, c'est-à-dire moins alpha v. Il faut bien prendre en compte le fait qu'il y a un moins dans la force de frottement et que je me retrouve avec ce bout-là. Alors quand j'ai ça, je peux déjà faire un comportement asymptotique. Comportement asymptotique. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, vous avez votre petit caillou, par exemple, vous le laissez tomber sans vitesse initiale. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du poids et de la force de frottement? S'il n'y a pas de vitesse initiale, la force de frottement, initialement, elle est nulle. Donc le poids vous tire vers le bas. Donc la vitesse augmente vers le bas. Mais quand la vitesse augmente vers le bas, le force de frottement qui est opposé à la vitesse augmente vers le haut. Donc il y a un moment où vous allez peut-être atteindre un équilibre entre le poids d'un côté, la vitesse de l'autre. Et donc, dans le comportement asymptotique, si on tend vers une vitesse v de l'infini, qu'on peut appeler v limite, qui soit constante, alors l'accélération à l'infini va être nulle, et pour que ma vitesse à l'infini vérifie ça, vous devrez avoir, par la relation fondamentale, m fois 0 est égal à mg moins alpha fois v limite. Et ça vous donne une équation sur v limite, et qui vous dit que le v limite va devoir s'écrire, donc je le fais passer de l'autre côté, j'ai alpha fois v limite qui est égal à mg, donc j'aurai du m sur alpha fois g. Donc là, on avait l'équation, la relation fondamentale, j'ai du v limite qui va être proportionnel à g et proportionnel à la masse. Et ça explique en partie la plus grosse erreur introduite par Aristote en son temps, qui était de dire que les masses graves tombaient plus vite, que les masses légères étaient plus attirées par la Terre que les masses légères. Quand on regarde cette expression-là, vous voyez que l'évolution de la position ne dépend pas de la masse. La masse se simplifie de chaque côté. Et si la masse se simplifie, ça veut dire que le mouvement ne dépend pas du fait que vous ayez une grande masse ou une petite masse. Ce qui veut dire, a priori, que des plumes ou une boule de bowling vont avoir exactement la même trajectoire quand vous les laissez tomber. Si vous les laissez tomber sans vitesse initiale, ils doivent toucher le sol en même temps. Vous savez bien que si vous faites l'expérience, vous avez un gros trou au niveau de la boule de bowling qui a tapé le sol en premier, et puis les plumes, elles prennent leur temps pour descendre. Je vous invite à regarder une petite vidéo sur sur une vidéo un documentaire de la BBC, justement sur cet effet-là. Quand vous mettez des frottements, là vous vous rendez compte qu'en fait, vous allez tendre vers un régime qui, lui, dépend de la masse. Alpha,
supposons, les plumes et la boule de bowling, c'est un peu extrême parce que les formes sont totalement différentes et comme le coefficient de frottement va dépendre de la forme de votre objet, ça va pas être comparable. Mais prenons maintenant une boule de pétanque et une balle de tennis par exemple. Et vous faites tomber les deux en même temps. S'il n'y a pas de frottement, pour un mouvement sans frottement, il devrait toucher la terre, le sol, en même temps. S'il y a du frottement, ça va tendre vers une vitesse limite, et vous voyez que la boule de pétanque, dont la masse est plus importante, qui a le même alpha que la balle de tennis, la boule de pétanque va atteindre une vitesse limite plus grande, et donc si on atteint rapidement le transitoire, elle va commencer par prendre de l'avance sur la balle de tennis qui est plus freinée, ou plus exactement, qui a moins d'inertie qui permettent de continuer. Alors c'est pas l'inertie puisque c'est la masse gravitationnelle, mais la masse gravitationnelle va avoir une force qui va être moins importante qui s'exerce sur elle, et comme justement l'inertie ne se simplifie plus dans ces cas-là, votre vitesse va faire que la boule de pétanque va prendre de l'avance et va arriver première. Donc vous avez un comportement asymptotique qui va être différent, c'est la vitesse limite. En fait, si vous sautez en parachute, vous vous rendez compte assez rapidement que au début ça fait très peur parce que votre cerveau et tous vos capteurs sont faits pour justement voir que quand vous êtes en chute libre, quand vous commencez à tomber, il y a tous les warnings qui s'allument et pour vous dire qu'il y a un souci. Et puis quand vous atteignez la vitesse limite, vous vous déplacez à vitesse constante et ça, votre corps, il sent le vent, mais il s'inquiète pas plus que ça, et donc il n'y aura pas d'effet particulier sur vous à cause de ça. Alors comment est-ce qu'on pourrait essayer de résoudre ce système-là? On peut essayer de réécrire ça sous forme d'une équation du premier ordre en vitesse. Ça, normalement, c'est une équation du second ordre en position, mais on peut très bien écrire que c'est une équation du premier ordre en vitesse. Donc si je fais une résolution rapide pour voir si mon comportement asymptotique est à peu près correct, ça me fait mdv sur dt qui est égal à mg moins alpha v. Donc j'ai du m dv sur dt plus alpha v qui est égal à mg. Et vous voyez que on a une équation du premier ordre. Alors il faut que je la normalise. Je vais choisir de la normaliser avec un 1 devant la vitesse. J'ai du m sur alpha dv sur dt plus v qui est égal à gm sur alpha. Il faut bien penser à diviser par alpha à la fois à gauche et à droite. Donc j'ai cette équation là et vous voyez que cette équation là, équation du premier ordre en la vitesse, je peux la résoudre en disant que c'est une solution particulière. Je cherche, comme j'ai un second membre constant, je cherche la solution particulière sous forme d'une constante. Vous voyez que la constante en question c'est mg sur alpha. Tiens, c'est justement ma vitesse limite. Donc ça va s'écrire vitesse limite plus la solution de l'équation homogène, quand ça c'est égal à 0. La solution de l'équation homogène, c'est quelque chose fois exponentielle moins t sur taux, avec taux qui se lit soit devant la dérivée, soit devant la fonction, selon que j'ai mis un 1 l'un ou l'autre. Alors je sais plus si c'est un taux ou un sur taux que je lis. Faisons-le par dimensionnalité. Là j'ai une vitesse divisée par un temps, donc ce truc-là ça doit être un temps, donc c'est forcément mon taux. Qu'on pouvait chercher sous forme a exponentielle bêta t, parce qu'on a déjà un alpha, et puis reconnaître que bêta va s'écrire moins alpha sur m, donc moins 1 sur taux, avec taux qui s'écrit m sur alpha. Vous voyez que le temps caractéristique, le temps qu'il faut pour atteindre le régime permanent, est aussi d'autant plus grand que la masse est importante. Pourquoi? Parce que il faut passer par tous les intervalles de vitesse. Comme vous atteignez une vitesse limite qui est plus importante, l'inertie aidant, vous allez mettre plus de temps à atteindre votre limite. Contrairement aux équations du premier ordre en électricité, enfin pas contrairement, mais disons ça dépend que de taux. En règle générale, en mécanique, vous allez garder alpha constant et changer m. Si vous changez que l'un, vous mettrez un temps proportionnellement plus grand si vous augmentez la masse pour atteindre votre vitesse limite.
Donc on a bien une expression qui s'écrit comme ça, et si V en t égale 0, c'était ma vitesse initiale V0, que vous regardez cette expression-là en t égale 0, ça vaut V limite plus le vecteur A, qui est un vecteur constant, parce que exponentielle de 0, ça fait 1, ça me donne A sous forme V0 moins V limite. Donc je me retrouve avec le vecteur vitesse, qui s'écrit bien la vitesse limite, plus V0 moins V limite, exponentielle moins t sur 2. Là, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que, quelle que soit la manière dont vous commencez à lancer votre objet, si vous lui laissez suffisamment de temps, il va toujours tendre vers une vitesse qui est verticale, vers le bas, orientée par G. Alors pour réussir à visualiser ça, il faut peut-être plutôt que d'imaginer que vous balancez une petite pierre depuis la surface de la Terre, que vous êtes dans un avion et que vous balancez quelque chose en dehors de l'avion. Là, la vitesse initiale, il y a là une composante horizontale importante, déjà parce que vous tirez vers l'extérieur de l'avion, et ensuite parce que l'avion lui-même se déplace à l'horizontale dans le ciel, donc par rapport à la Terre. Donc le V0, il est bien horizontal. Pour autant, le machin que vous balancez, les frottements de l'air vont le faire ralentir horizontalement jusqu'à avoir une vitesse horizontale nulle. Et en revanche, votre V limite va être verticalement, et donc on va avoir une vitesse de pointe, et donc les parachutistes, quand vous les voyez en train d'être comme ça tranquillement, ils sont à une vitesse constante. Ils peuvent modifier leur vitesse, si vous regardez un James Bond, souvent quand il est largué sans parachute, souvent en dehors d'un avion, et quand il veut rattraper le méchant qui est parti juste avant et qui a lui un parachute sous la main, il modifie sa position. Quand il modifie sa position, il va modifier la valeur du alpha qui est là, donc modifier la valeur de sa vitesse limite. Donc si le alpha devient plus petit, il peut aller plus vite, il va donc rattraper le méchant, récupérer le parachute, et au moment de l'ouverture du parachute, nouvelle modification brutale de votre alpha, qui devient tout d'un coup beaucoup plus grand, parce que vous avez une surface de contact avec l'air qui va être beaucoup plus importante, et donc vous avez une vitesse plus faible, ce qui vous permettra d'arriver sur le sol avec une vitesse acceptable pour ne pas trop vous éclater la tête sur le sol. Bien, donc ça c'était pour des frottements fluides linéaires. Alors on peut aussi regarder ce qui va se passer pour un frottement fluide non linéaire, petit b, frottement fluide quadratique. Alors je vais prendre la même trame. Alors, je vais pas pousser la résolution jusqu'au bout parce que c'est un chouïa plus pénible, mais c'est faisable. Donc on prend comme système toujours la masse petit m, comme référentiel toujours le référentiel terrestre supposé galiléen. On prend dans l'inventaire des forces, il y a toujours le poids, enfin, on ne peut pas y couper, on est à la surface de la Terre, on ne peut pas avoir un système anti-gravité qui l'enlèverait, et la force de frottement, mais cette fois-ci la force de frottement, on va l'écrire moins bêta norme de V, donc V c'est ce que je vais noter étant la norme de V et non pas la projection, fois la vitesse. Donc, quand on fait la relation fondamentale de la dynamique, vous vous retrouvez avec m fois l'accélération qui est égal à mg moins bêta v fois la vitesse. De nouveau, on va pouvoir regarder le comportement asymptotique. Pour avoir le comportement asymptotique, vous essayez de voir si on peut tendre vers une vitesse limite. Après,
après on pourra essayer de justifier pourquoi est-ce qu'effectivement on va tendre vers une vitesse limite constante, ou d'où l'accélération va être nulle, et votre vitesse limite doit vérifier que 0 c'est égal à mg moins bêta, la norme de votre vitesse limite, fois le vecteur vitesse limite, qui soit égal à ça, c'est-à-dire que v limite c'est égal à, on fait passer de l'autre côté, m sur bêta g. Alors, là maintenant, il va changer un tout petit peu de comportement, savoir un petit peu à quoi ça va correspondre. Vous voyez donc que v limite, il est collinéaire à g. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est la valeur en norme de ce machin-là. Donc, si je passe à la norme, je me retrouve avec la norme d'un réel positif, c'est ce réel positif qui est simplement facteur, fois la norme du vecteur v limite qui est égale à m sur bêta fois la norme de g, tout qui est gentiment positif, donc tout va bien. La norme de g, c'est ce qu'on note petit g. La norme de v limite, c'est ce que j'ai noté, v limite sans flèche, donc je me retrouve avec v limite au carré qui est égal à mg sur bêta, d'où une expression de v limite qui va s'écrire racine de mg sur bêta. Vous voyez que l'expression change. Alors là, il n'y a rien vraiment à retenir plutôt que simplement la méthode pour l'obtenir. La méthode, c'est toujours la même. Je suppose que j'atteins une vitesse limite. Si cette vitesse limite est atteinte, alors forcément, elle doit vérifier cette équation-là. Et cette équation-là, comme c'est une équation vectorielle, j'ai aussi le droit de dire si deux vecteurs sont égaux vectoriellement parlant, forcément leurs normes sont égales, ainsi que leur direction. Donc le caractère directionnel est donné par cette collinéarité, v est dans le même sens que g, et ensuite la norme me permet de déterminer la vitesse limite. Vous voyez qu'ici, la vitesse limite augmente comme la racine de la masse. Elle augmente toujours avec la masse, donc plus vous êtes lourd, plus vous allez tomber vite, mais ça va être moins caractéristique que si vos frottements étaient juste linéaires. Bon, ceci dit, vous avez quand même une dépendance dans la masse. Donc si vous prenez un parachutiste, parce que là, les parachutistes, ils sont plutôt dans le régime des frottements quadratiques. Si vous prenez un parachutiste avec une masse plus importante, mais exactement la même géométrie, à ce moment-là, il aura tendance à tomber plus vite qu'un parachutiste dont la masse est moins importante. Mais si, généralement, quand vous avez un parachutiste qui a une masse plus importante, il est un peu plus rembourré, donc il a une surface de contact par rapport à l'air qui va elle aussi vraisemblablement être plus importante, et donc il va jouer sur le bêta. Donc il n'est pas dit, parmi les parachutistes, que ça joue tellement de ça, déjà parce qu'il n'y a que la racine qui va intervenir, donc si vous êtes 10 fois plus lourd, 10 fois plus massif, il n'y aura qu'un facteur 3 dans la vitesse. En règle générale, vous êtes 10% ou 20% plus massif, et donc il y aura un facteur racine de 1,2, ce qui fait pas grand chose dans la vitesse. Et vous pouvez, pour faire des rassemblements de parachutistes qui ont des masses différentes, ajuster un petit peu vos coefficients de frottement de sorte à vous débrouiller que la vitesse globale limite soit à peu près la même pour tous vos parachutistes. Et ça vous permet d'obtenir des informations sur ces chutes-là.